Alors, je vais vous dévoiler ce qui s'est passé dans les entretiens préliminaires entre Trump et Poutine. Et puis, ça va m'amener forcément à vous rappeler essentiellement que Donald Trump s'occupe de démanteler ce qu'ils appellent l'État profond. Mais l'État profond n'est qu'une branche d'attaque de la civilisation humaine par un petit groupe qui détient toujours tous les pouvoirs, c'est-à-dire la banque et les 150 principales multinationales de la planète. Alors, dans ces multinationales, vous avez bien sûr Vanguard et BlackRock, que tout le monde connaît maintenant, mais vous avez aussi State Street, vous avez aussi Bechtel, qui est important, Raytheon, qui fournit les armes, vous avez une multitude d'autres entreprises comme Carlyle ou Halliburton. Et il y en a, et à elles, toutes ces entreprises contrôlent pratiquement tout ce qui arrive sur le marché du monde. C'est-à-dire que notre alimentation, l'agriculture, la chimie, tout ce qui touche la pharmacie, bien sûr, tout est contrôlé par les mêmes. Et ça, c'est au-dessus de n'importe quel président. Et donc, quand tous ces gens ont ajouté à cela le concept du deep state, c'est-à-dire de se servir des concepts satanistes pour choisir les dirigeants du monde, ils ont réussi dans pas mal de pays et Trump s'attaque à tout ce système avec bonheur et avec des gens qui semblent véritablement sincères. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a ce nouvel ordre mondial qui est toujours au-dessus, qui détient tous les pouvoirs et qui peut encore changer tout du jour au lendemain, très facilement. Ils ont tous les pouvoirs. Et tous les pouvoirs, ça veut dire qu'ils peuvent corrompre n'importe qui, faire assassiner Donald Trump ou un autre avec la plus grande facilité. Donc il faut être conscient de cela. Et ça explique un petit peu ce que je vais vous dire maintenant. En parlant des États-Unis, au départ, c'était leur fief, c'est-à-dire ils en ont pris possession à sa création, ils s'y sont développés, et à partir des États-Unis, ils ont développé un rayon mondial de contrôle du monde entier. Les Américains possèdent plus de 1000 bases militaires dans le monde entier. De quel droit? Est-ce que la France a une base militaire ailleurs? Donc, ils ont développé un système qui les oblige à être en permanence en guerre. Et seule la guerre leur fournit les moyens d'entretenir cette machine monstrueuse de l'armement, y compris donc toutes ces bases. Et les Américains ont tenté d'attaquer la Russie. C'est une attaque directe en encerclant totalement la Russie, comme ils le font avec la Chine d'ailleurs, par leur base, pour être prêts à pouvoir attaquer facilement. Mais entre-temps, il s'est trouvé que la Russie a joué un rôle essentiel dans ce démantèlement en développant des armes beaucoup plus puissantes. Et à partir de là, les Américains ont commencé à faire marche arrière, à avoir peur et à vouloir se servir de l'Ukraine et des guerres bactériologiques grâce aux laboratoires installés en Ukraine, qui menaçaient donc directement la Russie. Alors, on est dans une situation comme celle-là, où les Américains ont tenté de déstabiliser pas mal de pays autour, tels que la Roumanie, tels que le Kazakhstan, tels que la Géorgie, et ainsi de suite. Et en même temps, ils ont provoqué l'effondrement du gouvernement qui ne leur plaisait pas en Ukraine pour installer Zelensky. Ça, c'est le Maïdan. Et leur choix d'installer Zelensky, comme Trudeau au Canada ou Macron en France, c'est un choix d'utiliser des acteurs, des décervelés, des gens qui n'ont rien dans le crâne, mais qui tout d'un coup se trouvent à la tête d'une puissance gigantesque, qui tout d'un coup se retrouvent très riches et qui pètent les plombs. Alors, on se retrouve avec des Américains qui ont tenté de détruire la Russie, qui se sont servis de l'Ukraine, de l'Europe aussi au passage, en incitant à ce que l'Europe participe à maintenir les forces ukrainiennes. Et tout cela aboutit à ce que la Russie a réussi à dominer totalement cette attaque en gagnant
contre l'Ukraine, en gagnant intelligemment d'abord par les votes des différentes régions qui maintenant appartiennent à la Russie, en gagnant diplomatiquement et en gagnant militairement maintenant. Donc, les entretiens préalables aux discussions que vous entendez en ce moment sur les réseaux ou peut-être même à la télévision, qui disent que Trump devient extrêmement ferme vis-à-vis de l'Ukraine, il y a une raison très simple à cela que personne n'a évoquée jusqu'à présent, c'est que dans les discussions avec Poutine, c'est celui qui a tenté la guerre et qui l'a perdue qui s'adresse à celui qui l'a gagnée. Dans un système comme celui-là, Poutine, il n'a pas pu dire aux Américains, vous avez tenté, vous avez échoué, et maintenant vous voudriez récupérer des valeurs ou récupérer l'argent que vous avez investi pour essayer de nous détruire. Poutine, forcément, l'a envoyé chier. C'est le terme, pardon si c'est pas très élégant, mais c'est vraiment le terme. Il a envoyé chier Donald Trump, avec tous les mots et l'élégance qu'il faut, bien sûr. Mais voilà, donc Trump, aujourd'hui, il a un pays sur les bras qui est en totale déconfiture, qui est mené toujours par ce nouvel ordre mondial, et il veut à tout prix récupérer un peu de l'argent qu'ils ont perdu dans cette opération. Mais pour ça, il ne lui reste plus que l'Ukraine, il ne lui reste plus que Zelensky. Et donc, comme il sait que Zelensky, c'est pas un stratège ni une intelligence, c'est un idiot dont il se sert. Et cet idiot, aujourd'hui, est le seul à pouvoir encore lui permettre de retrouver un petit dédommagement, de récupérer un peu de leur investissement. Et c'est pour ça que d'autres pays européens essayent de se greffer dessus pour essayer de récupérer quelque chose également. Mais plus ils vont faire durer, plus les Russes continuent de gagner militairement et de gagner donc du terrain. Et à la fin, on risque seulement, en tardant trop, de permettre que Poutine récupère toute l'Ukraine. Et ça, c'est pas du tout impossible. Dans quel cas, ça changera totalement la donne géopolitique du monde entier. Alors, c'est une situation un petit peu complexe, un peu particulière. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui connaissent même pas Bechtel ou Halliburton ou les grandes entreprises comme Carlyle ou Cargill. Voilà, il y en a énormément. Et comprendre comment fonctionne ce nouvel ordre mondial et comment fonctionne le système, vous avez les Américains qui, depuis très longtemps, ont essayé de devenir les gendarmes du monde et d'être les propriétaires du monde entier, avec des bases militaires partout, avec des organismes comme la CIA et autres qui travaillent en permanence à modifier les structures des différents gouvernements pour obtenir les résultats intéressants, les États-Unis, car les États-Unis, c'est le nouvel ordre mondial. Donc, aujourd'hui, il y a un bras de fer qui se joue, et ce bras de fer, il va continuer. Il ne faut pas imaginer que ça va s'arrêter. De même que le bras de fer entre le nouvel ordre mondial et les gouvernements va continuer aussi. Alors, dans la situation géopolitique mondiale actuelle, il y a trois véritables grandes puissances, la Chine, la Russie et les États-Unis, qui ont encore un système d'armement monstrueux, et il y a plusieurs pays qui commencent à s'approcher d'un niveau qui commence à les obliger à réfléchir et à les prendre en considération, tels que l'Inde, tels que l'ensemble du continent africain, qui commence à se libérer des entraves qu'on lui a mis depuis des siècles. Et il y a un mouvement géopolitique général. Mais peu de gens pensent à long terme. Il faut penser que l'opération Covid, qui est reconnue maintenant par de nombreux scientifiques, y compris ceux de Pfizer et autres qui ont répondu au tribunal suprême américain, que clairement, c'était une opération de tentative de génocide mondial. C'était une tentative de réduire la population mondiale. Et donc, c'est le plan du nouvel ordre mondial qui s'applique par ceux qu'ils emploient. Or, il faut savoir que vous avez vu en quantité des présentateurs de télé qui tombent sur place, des gens qui s'écroulent, des gens qui décèdent subitement. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont des morts dans leur famille, des proches. L'opération Covid a bien démarré, mais elle est sur un long terme, donc il va y avoir encore énormément de morts. Dans le même temps, la Russie avait développé un vaccin qui s'appelle Sputnik,
Et ce vaccin, c'était de l'eau. Ce n'était pas un vaccin. Ils n'ont pas eu les morts qu'on a ailleurs. Et ce qui est en train de se passer maintenant, et il faut voir là à long terme, c'est que la France a perdu énormément de gens, et c'est la particularité de ce vaccin Covid qui a été lancé, c'est un système de stérilisation. Et récemment, il y a eu encore au Congrès américain des enquêtes qui ont abouti qu'effectivement, c'est pour cette raison qu'ils ont démarré leurs opérations sur l'Afrique, pour commencer à détruire les Africains. Et comme le dit je ne sais plus qui de ces gens, qui dit les Africains, ça vaut rien, on peut s'en débarrasser et ça nous sert de période de lieu d'essai. Or, le phénomène du racisme et de la suprématie anglo-saxonne à laquelle prétendent ces gens est un phénomène qui est omniprésent, que vous trouvez en pagaille dans tous les ouvrages du début du XXe siècle et qui a continué dans les esprits de ces gens. Et donc, la nouvelle répartition mondiale, il ne faut pas la voir à court terme, il faut la voir sur un long terme. Or, à long terme, les destructions qu'il y a déjà eu grâce au Covid dans les pays européens fait qu'il y a une perte de population. Les jeunes qu'on a, s'ils sont, et c'est le cas pour beaucoup, sont déjà stérilisés par cette injection, n'auront pas d'enfants ou auront des enfants très difficilement et souvent des anormaux. De même que la même chose se passe aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans le même temps, la Russie est protégée contre ça. Et donc, au contraire, en Russie, on incite les familles à avoir plus de 3 enfants, chose qui devient de plus en plus rare en Europe ou aux États-Unis. Et donc, ça veut dire que dans 20 ans, ils auront une population qui aura cru énormément, alors que nous, on aurait des populations qui auront baissé énormément. Alors, je crois qu'il faut arrêter de concevoir le monde comme une suprématie permanente à rechercher par rapport aux autres. Rien qu'en Europe, on a l'Allemagne, la France et l'Italie qui se disputent le leadership. C'est chacun qui veut être au-dessus des autres. Alors, la France, elle a sa bombe nucléaire, bon, qui lui sert strictement à rien. Mais voilà, chacun essaye de dominer toujours. Et tant qu'on est dans ce schéma, on aura toujours quelqu'un qui voudra prendre la terre de l'autre, quelqu'un qui voudra dominer l'autre, qui voudra le soumettre, et ainsi de suite. Et c'est la finalité de l'humanité. Donc, si on comprend ce schéma, il faut se dire qu'il faut le changer complètement. Et là, c'est là où, en ce moment, vous avez des gens qui prétendent être en relation avec des extraterrestres, qui vous disent la France, le monde de la Terre est en train de basculer, de changer complètement de paradigme. Or, changer complètement de paradigme, ça commence par le plus petit, ça commence par le tout petit qui va grandir et qui va se transmettre ailleurs. Et c'est là où j'interviens, moi personnellement, parce que ayant inventé un concept de démocratie directe, que j'appelle la démosophie, ce concept permet que les peuples commencent à vivre en harmonie, que les guerres deviennent totalement impossibles et que les dirigeants d'un pays ne soient plus les patrons de ce pays, mais les employés de l'ensemble du peuple. Et donc, c'est un renversement de paradigme complet qui est proposé et que je vais aller défendre le 10 mars face à Emmanuel Macron dans une opération que j'ai annoncée déjà depuis un certain temps et qui va lui offrir à lui une porte de sortie exceptionnelle. Donc, est-ce qu'il a assez d'intelligence pour la saisir et assez d'humilité pour accepter sa vraie place en fonction de sa vraie valeur? Il n'y a rien de sûr. Mais je vais essayer, malgré les risques que je prends personnellement. C'est un schéma qui libérerait le monde entier, parce que une fois ce schéma mis en place, plus aucune de ces multinationales ou de ces grandes banques ne pourra contrôler le monde. Ils ne pourront plus créer un nouvel État profond. Et donc tout ce système actuel du satanisme qui est employé pour établir cet État profond, en sélectionnant les hauts dirigeants par le sexe, par la perversion, etc., tout ça va se terminer complètement parce que ce n'est pas la nature humaine.
ni extra-humaine, on pourrait dire. Et donc, je crois qu'il y a aujourd'hui une opportunité d'un changement très profond de paradigme, que ce changement profond de paradigme va commencer par la France, qui a toujours rayonné sur le monde entier par son éthique, par son génie, un génie qui est expliqué par pas mal de gens, dont M. Upinski, par exemple, qui rappelle qu'effectivement, la langue française a cette particularité de développer plus de concepts dans le cerveau et qui fait que c'est pour ça que la France a un tel génie dans les arts, dans beaucoup de domaines, dans la science, beaucoup, et que si ce n'était pas réprimé, si les enfants n'étaient pas dominés par des quantités d'aluminium ou de mercure qui limitent leur capacité intellectuelle dès le plus jeune âge, on aurait un génie qui dépasserait le monde entier. Donc il suffit simplement de mettre en place cette structure en France. La France va rapidement obtenir une suprématie sur le reste du monde par son système qui va permettre de la redresser très rapidement, par un système dans lequel l'ensemble du peuple devient le dirigeant de son pays et qui va être rapidement un modèle pour le monde entier. Quel est le pays dans le monde où les gens ne sont pas comme nous? Il n'y en a pas. Partout, dans tous les pays, regardez les pays d'Afrique qui se révoltent en ce moment, regardez les pays d'Asie, regardez. Partout, les gens sont les mêmes. Les gens veulent vivre libres. Ils ne veulent pas être esclaves. Ils ne veulent pas du crédit social. Ils ne veulent pas être limités, contrôlés, surveillés. Le monde entier veut être libre. Et le seul moyen que le génie surgisse de l'esprit humain, c'est grâce à la liberté. Sans liberté, on est fermé, on est contraint, on est bloqué. Demain, si vous avez des moyens économiques, ne serait-ce que d'avoir des moyens économiques et de la liberté, vous allez transformer votre vie. Chaque personne peut le faire. Et chaque personne, voyant ce que la France aura fait, voudra faire la même chose. On a déjà des contacts avec certains autres pays aux alentours qui vont suivre ce schéma dès qu'on l'aura lancé. Et donc, le futur de toute l'humanité, ça repose sur sa capacité de génie, sa capacité inventive, sa capacité créative. Et ça, on ne peut le retrouver qu'en se libérant des contraintes. Or, aujourd'hui, la France est particulièrement contraignante pour son peuple. La France est au-delà des États-Unis, au-delà de tout autre pays en matière de contraintes, d'exigences. On paye les impôts les plus chers du monde. On a le service le plus méprisable dans tous les domaines. Toutes les institutions se sont totalement dégradées. Et donc, de retrouver notre liberté avec en plus des facilités économiques, c'est rapidement, très rapidement, rendre à la France tout son prestige parce qu'elle va mettre en place un nouveau modèle de gouvernance. Et un modèle de gouvernance qui, à long terme, finira par être admis par tous ces gens qui aujourd'hui sont en place, mais qui sont sincères. Donc, espérons que c'est le cas de Poutine, espérons que c'est le cas de Xi Jinping, espérons que c'est le cas de Donald Trump. Et dans quel cas, quand on va proposer à ces pays une union mondiale de philosophes, d'humanistes, qui va superviser l'ONU, l'OTAN, le FMI, l'OMS, l'OMC, etc., ça va transformer complètement la civilisation humaine. Et on peut arriver à cela à partir du moment où on aura mis le premier pied. Le premier pied, c'est la France. Donc voilà la petite réflexion que je voulais faire. Et puis surtout, le 10 mars, je ne veux pas de manifestation, je n'appelle personne, je n'appelle même pas l'armée. Et pourtant, j'ai pas mal de gens qui voudraient bien venir m'assister. Mais je ne vais pas faire une guerre. Je ne veux pas toute une équipe de soldats autour de moi pour me protéger et me permettre parce que ça va être un affrontement. Et je ne veux pas provoquer un affrontement. Donc, je vais aller seul avec un huissier pour constater et un ou deux citoyens journalistes. Pas plus que ça. Et je vais aller seul à l'Élysée et il y aura les témoins ensuite pour dire ce qui s'est passé. Donc, je ne veux surtout pas un affrontement, je veux véritablement transmettre un message
en offrant à M. Macron une porte de sortie honorable, c'est-à-dire qu'il fasse pour une fois quelque chose de bien pour la France, que tout le peuple français ait envie de l'applaudir pour ce qu'il aura fait. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui devrait pouvoir le convaincre. En tous les cas, tous mes espoirs sont dans ce 10 mars. Et ce 10 mars, à 15 heures précises, je me présenterai à l'Élysée, en tous les cas au premier poste de contrôle, en espérant que les messages déjà envoyés personnellement à M. Macron lui auront donné et incité à donner les ordres pour qu'on me laisse passer et que cet entretien puisse se dérouler tranquillement, sereinement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 1er mars et donc il me reste 9 jours avant cet entretien.